Dans cette vidéo, je te révèle la stratégie exacte qui me permet de trouver des idées de contenu virales pour l'ensemble de mes clients depuis plus de 3 ans. Idées de contenu qui m'ont permis de générer pour ces derniers plus de 300 millions de vues. Et cette stratégie, elle est valable que tu recherches des idées de contenu pour tes clients qui font du short form content, pour tes clients qui font du long form, pour tes clients qui font de l'ADS ou encore des VSL. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que littéralement, je vais te dévoiler l'ensemble de cette stratégie étape par étape. Évidemment, cette stratégie-là, je vais te l'enseigner en tant que monteur vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es monteur vidéo et que tu cherches des idées de contenu pour tes clients, ça va être parfait pour toi. Mais également, si tu veux trouver tes propres idées de contenu, pour toi en tant que monteur vidéo, pour développer ta présence sur les réseaux, eh bien ça va aussi pouvoir te servir pour toi. Donc on est parti, je commence par te montrer quelques résultats clients pour appuyer mes propos. Les 300 millions de vues, je les sors pas de mon chapeau, je pense que tu t'en doutes. Je t'ai mis quelques screenshots qui proviennent de mon Instagram. Tous mes résultats sont en story à la une, mais tu pourras avoir des résultats comme 2 millions de vues générées en 30 jours pour un de mes clients, de 0 à 11 000 abonnés, de 0 à 30 000 abonnés, des résultats clients qui font des millions de vues sur des Reels, des 1 million de vues en seulement 3 Reels, de très beaux lancements clients avec des premiers shorts à plusieurs centaines de milliers de vues, plus de 2 500 000 vues en repartant de zéro sur un nouveau compte. Ici des stats provenant de mon propre compte que j'ai monté en 2022 à plus de 100 000 abonnés, plus de 4 millions de comptes touchés en 30 jours, plus de 12 000 abonnés en l'espace d'une semaine. Et on a encore une fois plein de résultats clients. Si ça t'intéresse de creuser plus, tout est sur mon Insta. On commence dans le vif du sujet. La première étape pour trouver des idées de contenu pour ton client ou tes clients, c'est déjà de comprendre le positionnement de ces derniers. Le positionnement, c'est simple. Pour moi, c'est la combinaison entre client idéal, à qui s'adresse ton client, sa niche, dans quel domaine spécifique il se positionne, son funnel, par où passe son client idéal avant d'acheter, et enfin l'offre, qu'est-ce qu'il vend, à quel prix et sous quelle forme. C'est extrêmement important que tu identifies bien ces 4 points parce que sans eux, ton idéation de contenu ne sera pas pertinente. Et les contenus que tu vas idéer pour ton client et qui derrière vont être créés, ne vont pas être pertinents pour atteindre les objectifs de ton client. Parce que sans connaissance précise de son client cible, tu auras du mal justement à cibler. Donc tu auras du mal à utiliser les bons mots, à reprendre les bonnes tendances par rapport au client cible de ton client. Pareil pour la niche, évidemment, tu dois connaître le domaine sur lequel il se positionne pour ne pas faire des contenus hors sujet qui ne vont pas servir derrière au client à vendre son offre. Parce que derrière, les contenus vont attirer des gens en lien avec le sujet dont il traite. Donc tu as besoin d'être extrêmement clair sur le sujet traité. En l'occurrence, savoir exactement dans quel domaine spécifique il se positionne et évidemment en parlant à la bonne cible pour attirer la bonne cible et pas attirer la mauvaise cible. Et c'est d'autant plus important pour le point du funnel et le point de l'offre parce que le funnel aujourd'hui, donc le parcours par lequel passe le client idéal avant d'acheter, c'est un parcours qui est conçu spécifiquement pour ce client idéal. Donc si tu ramènes les mauvais clients idéaux dans ce parcours-là parce que tes contenus sont mal positionnés, parce que tu n'as pas bien fait ce travail-là, le funnel va être moins efficace, donc va moins bien convertir. Et pareil, tu dois connaître exactement les étapes qui composent le funnel du client parce que en comprenant ces étapes, tu vas toi comprendre quel message tu dois partager dans les contenus de sorte à rediriger vers le funnel. Et en fonction du funnel de ton client, en fonction de la manière dont il vend son offre et du parcours client qui permet à une personne de passer de prospect à client chez lui fonctionne, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas pas être précis, tu vas pas être assez impactant sur les appels à l'action par exemple que tu vas faire dans les contenus et dans la manière de communiquer dans les contenus. Et évidemment ça coule de source, mais tu dois être au clair sur l'offre parce que si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas savoir pareil comment communiquer dans tes contenus parce que l'offre payante est une extension des contenus gratuits. Donc il faut que ça fasse sens et c'est pour ça que le positionnement client est la base des bases que tu dois d'abord travailler avant une quelconque idéation, création, stratégie de contenu pour ton client. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape numéro 2. Définir le type de contenu à créer. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, tu peux avoir des clients pour qui tu crées du long form, du short form, du contenu ads ou de la VSL. Donc le but ici, c'est d'être au clair sur quel est le type de contenu que tu vas créer. Et une fois que tu l'as clairement identifié, tu vas trouver des idées pour ces derniers. Trouver des idées, ça va passer par 2 grandes phases, la recherche et le scrolling. À savoir que chacune de ces phases-là va devoir être adaptée par rapport au type de contenu à créer. Par exemple, si tu cherches des idées de VSL, le process pour trouver des idées ne va pas être exactement le même que si tu cherches des idées de short form à créer pour tes clients. Donc, trouver des idées, concrètement, je vais te récapituler d'abord les 2 étapes que moi j'utilise. Premièrement, il y a la recherche.
Aujourd'hui, pour trouver des idées de contenu pour mes clients, je ne pars jamais de rien. Je ne pars jamais de ChatGPT qui a juste une connaissance théorique mais pas une connaissance réelle de ce qui marche en ce moment sur le marché en termes d'ads, en termes de short form, en termes de long form, etc. Donc j'évite toutes les ressources, on va dire, théoriques de oui, un contenu qui marche bien, tiens, tu pourrais faire telle idée de contenu. Non, je me base sur le marché, je me base sur le réel, sur ce qui marche aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ok ? Et pour ça, 2 moyens de trouver ces inspirations, desquelles m'inspirer et à partir desquelles justement je vais avoir des idées de contenu pour mes clients. Pour ça, je recherche par mots-clés, c'est-à-dire que dans la barre de recherche de la plateforme sur laquelle je vais faire ma veille concurrentielle, et cette plateforme-là est directement indexée sur le type de contenu que tu vas faire pour tes clients. Par exemple, si tu produis du contenu format long pour tes clients, tu vas aller faire cette recherche de mots-clés sur YouTube, parce que c'est sur YouTube qu'il y a le contenu format long. Donc, je vais aller rechercher des mots-clés en lien avec la niche de mon client, en lien avec son positionnement. Par exemple, si j'ai un client aujourd'hui sur YouTube qui parle de séduction, je vais aller rechercher des mots-clés, je vais taper dans ma barre de recherche des mots-clés en lien avec séduction. Pour ça, si tu n'as pas d'idée, là tu peux t'aider de ChatGPT par exemple pour lui demander des idées de mots-clés en lien avec la séduction et ça peut t'aider justement à chercher dans la barre de recherche et c'est seulement les idées qui vont aboutir sur ce que tu vas trouver sur YouTube à la suite de cette recherche mots-clés qui cette fois-ci vont être intéressantes plus que ChatGPT. Donc j'irai taper des mots-clés, plus précisément des mots-clés en anglais, ok ? Si mes clients aujourd'hui sont francophones, j'irai chercher des idées sur le marché US. Parce que le marché US a de l'avance. C'est là-bas que les contenus sont les meilleurs. Et donc en allant sur le marché US, déjà, je ne m'inspire pas directement de contenu francophone, comme ça on évite d'être dans de la copie ou d'être dans quelque chose de trop proche parce que généralement dans un marché de niche, les créateurs se connaissent, les créateurs se voient et donc c'est pas le top si un créateur X voit que le créateur Y a pompé son concept ou a pompé son idée, même si ça se fait, voilà, je préfère aller le faire sur le marché US parce que les gens aux US ne vont pas regarder des contenus francophones dans la plupart des cas. Donc recherche mots-clés pour trouver soit des créateurs, soit des contenus. Ça marche pareil sur Instagram. Recherche mots-clés pour trouver soit des créateurs, soit des contenus. Et ça marche pareil aussi par exemple sur Meta Ads, sur les librairies. Donc si tu fais de l'Ads, tu vas sur les bibliothèques d'Ads et tu tapes des mots-clés en lien avec la thématique de ton client. Et tu vas voir des gens qui font des publicités, dans la même thématique que ton client. Et ça te permettra de voir, de trouver des idées. Évidemment, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des critères extrêmement importants qui vont définir si oui ou non une idée est bonne, une idée est intéressante à sélectionner et à reproduire derrière pour ton client. Je fais pareil avec les hashtags, surtout sur Instagram par exemple, ou sur TikTok, je vais taper des hashtags en lien, encore une fois, avec la thématique de mon client, le positionnement de mon client, et je vais trouver des idées intéressantes. Ensuite, il y a une strat aussi qui consiste à aller voir les abonnements des créateurs de notre thématique ou des créateurs qui font une typologie de contenu dont on souhaite s'inspirer. Typiquement, sur Instagram, je sais qu'il y a un créateur qui fait des contenus face caméra qui sont super cool et j'aime bien les concepts, la manière dont il amène ses contenus face caméra. Eh bien, je vais déjà le prendre lui comme idée et j'irai voir après si oui ou non je sélectionne, je m'inspire de certains de ses contenus, mais aussi je vais aller voir dans ses abonnements par exemple, s'il ne suit pas aussi des créateurs qui font des contenus face caméra comme lui. Et généralement, les créateurs suivent d'autres créateurs qui leur ressemblent en termes de contenu ou qui sont dans la même thématique qu'eux. Donc, à partir d'un créateur, on va pouvoir aller fouiner dans ses abonnements et trouver d'autres créateurs potentiellement intéressants dont s'inspirer en termes d'idéation. Et pareil, même principe pour les suggestions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller à partir de ces comptes-là, dans les suggestions, donc sur Instagram, il y a un petit bouton qui, en appuyant dessus, t'affiche d'autres créateurs similaires et dans cette liste de créateurs similaires tu pourras trouver aussi d'autres idées de contenu. Donc ça, on va dire que c'est la recherche manuelle à base d'action où tu vas taper des mots-clés et tu vas aller fouiner dans des abonnements, dans des suggestions, dans des hashtags, etc. Et ensuite on a la méthode de scrolling qui consiste simplement à consommer du contenu de manière proactive avec une intention de ne pas juste le consommer pour se divertir mais de le consommer vraiment pour trouver des idées. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif à la consommation, au scrolling de contenu. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le contenu sur lequel tu tombes en scrollant, c'est du contenu qui t'est du coup mis en avant par les algorithmes des plateformes sur lesquelles tu scrolles. Et donc si c'est les algorithmes, si c'est les plateformes qui te mettent en avant ces contenus, ce n'est pas pour rien, c'est que le contenu marche. Et donc tu vas avoir besoin juste de scroller pour qu'on t'envoie devant les yeux, littéralement, des contenus qui marchent. Parce que si c'était des contenus pas pertinents, qui ne marchent pas, qui ne respectent aucun critère de viralité, qui sont pas intéressants,
En fait, les réseaux sociaux ne te les mettraient pas en avant. Donc ce qu'ils te mettent en avant devant les yeux, en fait, c'est des contenus qui ont fait leurs preuves. Ils te les mettent en avant pour que tu les consommes, pour que tu restes dessus. Parce que le business model des réseaux, c'est de te faire rester un maximum de temps sur leur plateforme. Et donc pour ça, ils vont te mettre les contenus les plus accrocheurs sous les yeux, les contenus qui génèrent le plus d'interactions. Et de cette manière-là, tu auras des contenus justement, qui génèrent des interactions, qui respectent les codes de la viralité des plateformes et qui sont des contenus qui sont mis en avant. Et en t'inspirant de ces idées-là, de ces contenus-là, typiquement, ça pourra aussi bien marcher pour tes clients parce que les idées ont fait leurs preuves. Pour ça, le process il est extrêmement simple. Premièrement, je me crée un compte secondaire. Est-ce que c'est obligatoire de créer un compte secondaire pour scroller ? Non, si tu as déjà un compte, tu peux le faire dessus. Maintenant, le but de créer ce compte secondaire-là, c'est de créer un compte et d'adapter l'algorithme de ce compte-là à ce que nous on souhaite voir. Donc quand tu démarres d'un nouveau compte, d'un compte vierge sur lequel Instagram ou YouTube ou peu importe la plateforme sur laquelle tu le crées n'a aucune data sur ce que tu aimes, ils vont pas savoir quoi te mettre sous les yeux. Mais donc si tes premières interactions, donc j'en viens au deuxième point, les premières interactions que tu vas faire avec ce compte secondaire sont des interactions favorables envers un certain type de contenu, donc typiquement envers le type de contenu que tu souhaites créer pour ton client ou pour toi, encore une fois parce que ça peut être aussi utile pour toi, en interagissant favorablement avec, donc en likant, en enregistrant, en suivant les pages qui font ces contenus-là et en partageant les contenus, Instagram ou la plateforme de réseau social sur laquelle tu t'es positionné, sur laquelle tu as créé ce compte-là, va avoir une indication très claire de tu aimes ce genre de contenu. Donc pour te faire rester sur la plateforme, il faut qu'on te mette ce genre de contenu sous les yeux. Donc ça va être beaucoup plus simple, on va dire, de faire travailler l'algorithme pour nous et de construire, de concevoir notre algorithme personnalisé en partant de zéro d'une base vierge. Maintenant, un algorithme, ça s'adapte, même sur un compte déjà existant. Donc tu peux le faire, mais généralement, j'aime bien créer un compte secondaire par thématique, par client. Par exemple, si j'ai un client dans la séduction, je vais me créer un compte secondaire qui ne va interagir qu'avec des contenus de séduction. Et Instagram, par exemple, je le crée sur Instagram, va voir que, ok, ce gars-là, il aime les contenus de séduction. Je vais lui en mettre plein sous les yeux, je vais lui mettre que ça, parce que c'est son centre d'intérêt premier, même unique, avec lequel il interagit. Donc, je vais avoir plein de contenus de séduction sous les yeux, et c'est parfait parce que c'est typiquement ce que mon client fait. Donc j'aurai juste à me connecter, à scroller pendant 1 heure, 2 heures, peu importe, et j'aurai mes contenus, mes idées de contenu pour le mois qui me seront tombées dessus. Et vu qu'elles me tombent dessus parce que c'est l'algorithme qui me les met en avant, je sais que ces idées sont pertinentes. Donc voilà pour les manières de trouver des idées, évidemment à adapter en fonction du type de contenu que tu crées, parce que par exemple le scrolling, ça va surtout être adapté pour du contenu short, du short form content, même si ça s'adapte aussi pour du YouTube, typiquement créer une chaîne YouTube sur laquelle on va vraiment travailler nos centres d'intérêt pour que quand on se connecte sur notre page d'accueil, on voit des contenus en lien avec ce qu'on recherche aussi, donc ça marche aussi pour YouTube. Maintenant ça va être un peu plus délicat pour les ads et les VSL. Les ads, pourquoi ? Parce que ça demande d'aller dans la bibliothèque d'ads, donc il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de recommandations forcément. Alors on pourrait avoir des recommandations en regardant des vidéos et il y a des ads qui vont nous venir sous les yeux. Donc là, ça va être intéressant de les relever, ces ads-là. Mais sinon, à part ça, il va falloir aller sur la bibliothèque d'ads et ça va surtout être de la recherche. Et après, avec les critères de viralité que je vais te partager par la suite, tu vas pouvoir définir si oui ou non cette ads est bonne à prendre. Et par rapport au VSL, je pense que ça va être le plus dur, mais pour trouver des VSL, en fait, il va falloir d'abord trouver des créateurs qui en font. Et pour trouver des créateurs qui en font, ça peut rentrer dans le scrolling, on va scroller, on va tomber sur des créateurs, on va rentrer dans leur funnel et voir si au bout de leur funnel, ils n'ont pas une VSL. Et en l'occurrence là, ok, on a une idée de VSL. Et pour trouver ces créateurs, on va pouvoir du coup faire du scrolling ou rechercher, via toutes ces possibilités. Mais donc ce ne sera pas directement scroller sur des VSL, tu ne peux pas scroller des VSL comme ça, mais tu pourras scroller et trouver des créateurs et par la suite voir s'ils n'ont pas une VSL. Et donc, ça te permet d'obtenir des idées de contenu potentiels pour tes clients. Ok, une fois que c'est fait, point super important, c'est bien, tu as des idées, mais qu'est-ce qui va faire que ces idées concrètement vont être pertinentes pour tes clients ? Est-ce que ces idées-là, je te conseille de les choisir ou non ? Est-ce que ces idées-là vont concrètement apporter du résultat à tes clients ? Pour le savoir, il va falloir que ces idées respectent ce que j'appelle les critères de viralité, que ces critères-là soient validés. Premièrement, le contenu long. Comment tu sais qu'un contenu long, qu'une idée de long form content valide les critères de viralité ? C'est très simple. Je te conseille de regarder surtout, donc ça va être les critères que j'ai soulignés, vont être les critères les plus importants à regarder en priorité. Il faut que la vidéo YouTube, la vidéo longue forme, ait fait plus de vues que la moyenne des vues habituelles du créateur qui l'a posté. Par exemple, tu cherches des idées de contenu YouTube pour ton client, t'envoies une qui est intéressante. Est-ce que quand tu cliques sur la chaîne YouTube de la personne et que tu vois la vidéo en question,
est-ce que les vues de cette vidéo en question sont supérieures aux vues des autres contenus, ok, ou de la moyenne habituelle. Si généralement le créateur fait 1000 vues et que le contenu que tu relèves fait 1000 vues, ça sort pas forcément du lot. Et donc par rapport à ça, ça va pas forcément être un contenu vraiment banger, incroyable, qui va casser toutes les stats. Parce que pour le créateur en question, ça n'a pas cassé toutes les stats. Donc avec mon approche, qui consiste à partir de data existantes, ok, qu'est-ce qui a vraiment fait ses preuves sur le marché, j'estime pas que ce contenu a fait vraiment ses preuves, ok. Par contre, si d'habitude le créateur fait 1000 vues et que là on a un contenu qui en fait 5000, eh bien c'est intéressant. C'est une idée qui surpasse les autres, donc qui sur le papier a un potentiel supérieur, et là c'est une idée intéressante. Maintenant je vais aussi regarder d'autres critères comme est-ce que la vidéo a fait plus de vues que le nombre d'abonnés du créateur. Si c'est le cas, sur YouTube, si tu as une vidéo qui fait 1000 vues et que le créateur a 600 abonnés, c'est typiquement une vidéo excellente. Parce que pour faire plus de vues que son nombre d'abonnés, il faut le faire. Et ça veut dire que ta vidéo est montrée à une audience qui ne te connaît pas, donc il y a de la croissance. Et là, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Maintenant, je ne l'ai pas souligné, pourquoi ? Parce que sur YouTube, j'estime que c'est peut-être un peu plus dur d'avoir des vidéos qui dépassent ton nombre d'abonnés. D'autant plus si tu as beaucoup d'abonnés, style tu as 50 000 abonnés, faire plus de 50 000 vues sur toutes tes vidéos, c'est dur, ok ? Beaucoup plus que sur Instagram où tu as 50 000 abonnés, c'est généralement facile de faire des 500 000 vues, ok ? Quand tu es bon, quand tu sais comment ça fonctionne évidemment, mais voilà. Donc je ne l'ai pas souligné parce que je veux pas que tu t'arrêtes à ce critère-là qui va être quand même un peu plus rare. Par contre, si tu vois littéralement ce critère, plus de vues que le nombre d'abonnés, saute dessus, c'est un contenu gagnant à 100%. Ensuite, il faut que le contenu ait également été posté récemment, si possible. Parce que plus un contenu date, plus éventuellement la méta dans laquelle on est actuellement, le marché, les habitudes de consommation ont changé, ne sont plus les mêmes. Donc plus le contenu a été posté récemment, plus on risque d'être encore sur la vague sur lequel ce contenu-là a surfé, on va dire, pour avoir le succès qu'il a eu. On est encore dans les mentalités qui font que ce genre de contenu, on accroche bien avec lui et c'est un genre de contenu qui marche bien. Maintenant, j'ai mis 6 mois. 6 mois, ça reste un petit peu long quand même. Mais je veux pas non plus, surtout que si tu démarres dans la recherche d'idées, que tu te freines s'il y a des contenus qui font plus de 6 mois. Parce qu'il y a des contenus qui font plus de 6 mois qui, parfois, peuvent être intemporels, ok, quelle que soit la période dans laquelle on est, ils peuvent quand même marcher. Mais généralement, si tu veux les meilleurs concepts, les meilleures idées pour tes clients, les idées les plus tendances possibles, prends celles qui ont été postées le plus récemment possible. Le plus récemment est le mieux. Donc, moins d'un mois, c'est le top du top, moins de 2 mois, c'est bien, mais plus c'est récent, mieux c'est. Ensuite, le short form content. Là, pour le coup, c'est le truc que j'ai le plus fait ces dernières années. Depuis 2021, j'en produis. Et les règles, c'est toujours les mêmes. Depuis 2021, c'est exactement la même chose. Donc, par rapport à ça, d'ailleurs, petite aparté, si on te dit, voilà, les codes de la viralité ont changé, les algorithmes ont changé, etc., ça, la règle que je te partage, est selon moi intemporelle. C'est-à-dire que les algorithmes ont changé et tout. Bon, ça, généralement, c'est du marketing, c'est du bullshit. Les algorithmes, ça fait 3-4 ans que je fais des vidéos short pour mes clients. C'est pareil, quoi. Je veux dire, j'ai jamais regardé de vidéo plus que ça sur oh, les nouveaux algorithmes fonctionnent comme ça. À chaque fois, on te dit oui, là maintenant, c'est la méta de ça, ça, ça. Non, au final, ce qui fait qu'un contenu marche, c'est que les gens y interagissent. Pour que les gens y interagissent, on fait appel au biais cognitif, à la psychologie humaine, comment l'humain fonctionne. Et ça, c'est intemporel. Quels que soient les changements d'algorithme ou je sais pas quoi, ce qu'il faut vraiment que tu regardes avant tout, c'est est-ce que le contenu dont tu souhaites t'inspirer, le short form content, eh bien, il a fait plus de vues que la moyenne des vues habituelles faites sur les autres short form content du créateur qui l'a posté. Donc là, c'est la même règle que pour YouTube et cette règle-là, elle est importante. Ok, c'est le B à bas. Si ça ne respecte pas ça, ne prends pas le short comme inspiration. Ok, sauf cas particulier. Et un autre point cette fois-ci que j'ai souligné, je veux qu'il y ait vraiment les deux. Si tu as les deux, tu es sûr que c'est un concept gagnant. Le short form content a fait plus de vues que le nombre d'abonnés du créateur. Si le créateur a 40 000 abonnés et que le short form content a fait 60 000 vues, ça rentre dans la case. Mais si le créateur, admettons, est 20 000 abonnés, que le nombre de vues, c'est, admettons, 20 000 vues, non, 10 000 vues, allez, 10 000 vues. Le créateur a 20 000 abonnés, le short a fait 10 000 vues, la moyenne des shorts habituels, c'est 2 000 vues, donc le short à 10K est sorti du lot, donc c'est bien de ce point de vue-là, ça coche la première case. Maintenant, ça a fait 10 000 vues, le créateur a 20 000 abonnés. Donc, c'est à peine la moitié de son audience qui tombe dessus. Est-ce qu'il y a du coup une audience extérieure ? Est-ce qu'on peut être sûr qu'une audience extérieure a vu le contenu ? Donc, est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a de la croissance ? Eh bien, pas forcément. Ça se trouve, il y en a, mais on ne le sait pas. Et le seul moyen d'en être sûr, c'est quand on voit que le nombre de vues du créateur est supérieur à son nombre d'abonnés. Parce que si une personne fait 50 000 vues alors qu'elle a 20 000 abonnés, on peut être sûr que dans les vues qui ont été générées, il y a des gens qui n'étaient pas abonnés. Et si des gens qui ne sont pas abonnés tombent sur le contenu, ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance
Et le potentiel de croissance, c'est ce qu'on vend à nos clients en tant que monteur vidéo, en tant que growth editor. Et d'ailleurs, si tu n'es pas familier avec ce concept que j'ai tendance à évoquer dans plusieurs de mes vidéos, dont celle-ci, regarde ma vidéo YouTube sur le sujet, je t'ai mis le lien de cette dernière en première ligne de description et j'explique vraiment tout de A à Z pour que tu comprennes ce que c'est le growth editing, être growth editor, qui est selon moi le meilleur positionnement sur lequel aller si tu es monteur vidéo. Parce que pour moi, être monteur vidéo aujourd'hui ne suffit plus pour bien en vivre et ne suffira plus derrière si tu veux ne pas être remplacé par l'IA ou ne pas être remplacé par tous les monteurs vidéo. Donc je t'invite vraiment à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit, parce que tout ça, la recherche d'idées de contenu, etc., ça rentre dans la mission d'un growth editor, et bien de regarder la vidéo en description. Ok, donc on continue. Il faut que le contenu, voilà, ait fait plus de vues que le nombre d'abonnés du créateur et ait fait aussi plus de vues que la moyenne de vues habituelle du créateur. Et comme YouTube, il faut qu'il ait été posté le plus récemment possible, moins de 3 mois de préférence. Aujourd'hui, pour mes clients, je pars sur ça, c'est-à-dire que quand le contenu a moins de 3 mois, surtout quand je m'inspire des US et le marché US a de l'avance sur le marché français, bon bah généralement, ça passe, ok? Et j'y vais, et même si le contenu a 3 mois, je peux tout à fait faire des millions de vues pour mes clients sur un seul contenu. Et ça marche, plus c'est récent, plus tu vas pouvoir être précurseur sur la tendance sur laquelle tu vas surfer, ok? La tendance que tu reprends. D'autant plus si tu t'inspires des US. Il y a plein de cas où mes clients ont été les précurseurs, les premiers à reprendre une tendance qui a explosé aux US, ont été les premiers à la mettre sur le marché français, et derrière, tous leurs concurrents marché français ont repris la tendance. Mais vu qu'ils l'ont repris après nous, et que nous, on a capitalisé sur le fait d'être les premiers, on a pris une grosse partie du marché. Et les autres étaient juste des copies de nous. Et cette position de précurseur, tu peux l'avoir en prenant des inspirations, en reprenant des idées qui datent de moins de 3 mois. Et surtout des idées qui datent limite de moins d'un mois, de moins d'une semaine. Ensuite, pour les ads, ce que je te conseille de regarder, c'est est-ce que l'ads dont tu souhaites t'inspirer, donc tu as tapé des mots-clés dans la bibliothèque d'ads, tu as trouvé des ads en lien avec ta thématique. Maintenant, comment tu sais qu'une ads est gagnante? Comment tu sais qu'une ads est rentable? Et comment tu sais qu'une ads va pouvoir être intéressante en termes d'inspiration pour derrière toi te donner des idées et éventuellement reprendre la structure de cette ads gagnante de laquelle tu vas t'inspirer? Comment tu sais que c'est pertinent? Eh bien, en regardant la durée d'activité de l'ADS. Est-ce que cette ads, est-ce que cette publicité est active? Donc il y a du budget qui y est injecté depuis plus d'un mois. Généralement, les ads qui sont pas rentables, on coupe leur budget très vite. Donc elles deviennent inactives très vite parce qu'on voit qu'elles sont pas rentables. Donc une ads qui est là depuis longtemps, j'ai mis plus d'un mois, mais en fait, plus elle est là depuis longtemps, plus elle est active depuis longtemps. Donc plus de l'argent est injecté dans cette ads depuis longtemps, plus ça veut dire qu'elle en rapporte plus. Donc qu'elle est rentable. Et c'est le critère le plus important du coup pour trouver une ads qui performe bien, selon moi. Ok ? Encore une fois, je ne suis pas expert en ads, mais de ce que j'ai expérimenté dans le milieu des ads, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai réussi à identifier les ads gagnantes avec le meilleur hook, le meilleur body, le meilleur appel à l'action. Maintenant, tu as d'autres manières de savoir qu'une ads respecte les critères de viralité. Après, quand je dis viralité, le mot est adapté par rapport aux ads et aux VSL. Par exemple, une ads va pas forcément être virale. Ça dépend pas d'un algorithme, ça dépend du budget qu'on y investi. Une VSL, bah là pour le coup, on n'est pas sur un algorithme, c'est une vidéo qui est sur une page web. Donc le mot viralité n'est pas le bon. Pour VSL, ce serait est-ce que la VSL est rentable? Est-ce qu'elle génère du rendez-vous? Est-ce qu'elle génère des leads? Est-ce que l'ADS, pareil, est-ce que l'ADS est rentable? Est-ce qu'elle génère du revenu? Est-ce qu'elle génère du retour sur investissement? Donc ça va plutôt être les critères de rentabilité, de succès d'une ads. Qu'est-ce qui fait qu'une ads est gagnante? Eh bien, le deuxième point par rapport à ça, c'est est-ce que cette ads a plusieurs déclinaisons? Par exemple, si en plus d'être actif depuis plusieurs mois, l'ads type qu'on a vu être actif depuis plusieurs mois, il y a d'autres ads qui sont faites sur le compte ads de la personne sur laquelle on est en train de regarder les ads, s'il y a d'autres déclinaisons qui ont été faites à partir de cette dernière, donc déclinaison, ce que j'entends par là, c'est on va reprendre une partie de l'ads qui a été active depuis plus d'un mois et on va par exemple juste essayer de changer le hook, changer le body, changer l'appel à l'action. Mais en fait, s'il y a des déclinaisons, ça veut dire que on pourrait hypothétiquement se dire que cette ads-là, vu qu'elle est reprise de plusieurs déclinaisons possibles, avec du testing sur différents hooks, différents CTA et tout, on pourrait se dire que c'est parce qu'elle est gagnante. D'autant plus si ça fait plusieurs mois qu'elle est active. Donc c'est un autre critère qui nous permet de se dire que, ok, cette ads-là, il est probable qu'elle soit gagnante. Tout comme est-ce que cette ads-là, elle génère des signaux sociaux. Signaux sociaux, c'est like, commentaires, partage, etc. Est-ce qu'elle en génère? Si elle en génère, même si c'est un contenu boosté en ads, ça c'est bon signe parce qu'il y a des ads, personne ne va interagir avec parce qu'en fait elles ne sont pas forcément pertinentes, juste elles sont forcées en fait devant les gens. Mais si en plus d'être forcées devant les gens, l'ads, les gens réagissent bien,
c'est qu'éventuellement, elle est encore plus pertinente. Comment tu vois ça? Par exemple, si c'est une ads qui a été envoyée sur Facebook, sur Instagram, sur Instagram, tu vois un peu le nombre de likes, tu vois les commentaires. Et en fonction de ça, ça peut être aussi un indicateur de est-ce que les gens accrochent avec l'ads, est-ce que les gens commentent, est-ce que les gens likent. Et ça, c'est un super signal social pour estimer qu'une ads accroche à un bon hook et éventuellement les gens interagissent et les gens passent à l'action derrière. Et enfin, le nombre de vues, par exemple, si tu fais des ads sur YouTube et que tu vas sur la vidéo YouTube de l'ads en question, donc en ayant le bon lien, ok, que tu peux trouver. Mais si je vois que sur YouTube, l'ads, elle a 1 million de vues, ça veut dire qu'il y a du budget qui a été mis de sorte à toucher 1 million de personnes. Mais le budget pour toucher 1 million de personnes, c'est pas rien. Ça veut dire que si autant de budget a été investi, c'est que forcément l'ads est rentable. Donc, on peut partir de ce principe-là aussi pour se dire, ok, c'est une ads gagnante dont je vais pouvoir m'inspirer. Je valide, ça valide les critères gagnants d'une ads. Et enfin, pour la VSL, ça va être un peu plus dur à estimer ces critères-là parce que la VSL ne t'appartient pas, donc tu n'as pas forcément d'infos et les infos ne sont pas publiques sur est-ce que la VSL est rentable. Tu sais pas si cette vidéo-là génère des rendez-vous, etc. La seule manière de le savoir, c'est de remonter à la source. Cette VSL-là, comment elle est promue, comment elle est mise en avant? Eh bien, généralement, elle est mise en avant par le biais de l'ads, par le biais du short form qui emmène vers un funnel ou par le biais du long form qui redirige vers un lien, opt-in puis VSL. Et bien en fait, c'est regarder plutôt par rapport à ces éléments-là. Et donc, je pense que l'exemple le plus simple pour estimer la rentabilité d'une VSL, c'est de regarder est-ce que l'ads qui promeut cette VSL tourne depuis plus d'un mois. Est-ce qu'en fait l'ads est une ads gagnante? Est-ce que l'ads tourne toujours? Parce que pour qu'il y ait de la rentabilité sur cette ads-là, il faut que derrière il y ait du revenu généré. Comment il y a du revenu généré sur les ads? C'est quoi le modèle? Et bien en fait, quand on fait des publicités, quand on fait des ads, le but c'est de rediriger vers un funnel, typiquement un funnel VSL, et derrière les gens regardent la VSL, réservent un rendez-vous avec nous, ou achètent directement notre programme s'il y a un bouton d'achat, et c'est à la suite de cet achat ou à la suite du rendez-vous qui débouche sur un achat, que là, l'argent rentre et que du revenu a été généré. Et ce revenu a été généré en première instance par le trafic qui est rentré dans le funnel. Et ce trafic qui rentre dans le funnel rentre au travers des ads. Et donc si une ads est rentable, donc tourne depuis plus d'un mois, ça veut dire que le système derrière est rentable. Et si le système derrière qui est rentable, c'est une VSL, eh bien on peut se dire que la VSL est rentable. Et c'est potentiellement également qu'elle génère des revenus. Ok, intéressant. Donc, par rapport à ça, on peut se dire que la VSL est rentable, mais également aussi par rapport au short form content et au long form. Est-ce que les créateurs, par exemple, mettent du budget dans leurs vidéos? S'ils mettent du budget en montage et que tu vois le montage, qu'il est vraiment poussé, qu'il y a des miniatures bien travaillées, c'est qu'il y a un budget qui est investi. Et généralement, dans la plupart des cas, ce budget n'est pas investi à perte, c'est que derrière il y a de la rentabilité. Et si le funnel qui est proposé derrière c'est un funnel VSL, eh bien on peut se dire que la rentabilité vient de là et que la VSL en question est rentable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne fait pas de vidéos très montées avec des miniatures très travaillées, que cette personne-là n'a pas une VSL qui tourne. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le piège, mais on va dire que c'est des critères qui, si on les voit, ça peut nous indiquer que il y a une potentielle rentabilité parce qu'il y a beaucoup de budget qui est investi. Mais l'habit ne fait pas le moine, ok? C'est comme quand tu te balades dans la rue, tu peux très bien rencontrer une personne qui a juste un t-shirt simple, un pantalon simple, qui n'est pas habillé avec des marques, mais il peut très bien avoir plusieurs millions sur son compte en banque. Mais tu ne le sauras pas parce qu'il ne le montre pas. C'est le même principe, mais en tout cas, il y a des signes qui peuvent t'indiquer certaines choses. Ok. Et maintenant, une fois que tu as trouvé ces idées-là et que tu t'es assuré que ces idées respectent les critères qui font leur succès, donc en l'occurrence sur les réseaux type short, YouTube, quand ça dépend d'un algorithme, ça va être les critères de viralité, mais quand ça va être plutôt une ads ou une VSL, ça va être plutôt les critères de rentabilité. Une fois que tu t'es assuré de ces critères, la dernière étape, c'est la mimétisation pour tes clients. La mimétisation, c'est l'art d'adapter un contenu à ton client, d'adapter, de reprendre un contenu, reprendre les codes qui ont fait le succès, en l'occurrence de ce contenu, reprendre les codes qui ont fait le succès, la rentabilité d'une ads, reprendre la structure qui a fait la rentabilité d'une VSL, reprendre les codes qui ont fait la viralité d'un contenu court ou d'un contenu long. On va d'abord les analyser, les relever, ok ? Ces codes-là qui ont fait la viralité ou le succès d'un contenu, puis derrière, les adapter au positionnement du client. Parce qu'aujourd'hui, les idées desquelles tu vas t'inspirer, admettons que ton client il soit dans la niche de la séduction, ok? Tu pourrais très bien aller prendre une idée de quelqu'un dans la niche du make money. Et simplement cette idée-là, adapter ce qui est dit sur le make money à la partie séduction. Mais reprendre les codes
ok, qui ont fait que ce contenu Make Money a performé, en reprendre les codes, ok, reprendre le style de hook, le style de texte, la structure, la manière dont la valeur est amenée, mais le faire pour ta niche séduction ou la niche santé, ok, peu importe. Il faut juste adapter au positionnement du client par rapport à ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'ai partagé ma stratégie d'idéation de contenu pour mes clients, stratégie qui permet de générer plusieurs millions de vues par mois pour ces derniers, qui m'a permis de générer au cumul sur ces dernières années plus de 300 millions de vues clients, plus de 500 000 abonnés générés pour ces derniers, sans parler des leads desquels ont découlé ces contenus-là. Maintenant, si je te partage ça aujourd'hui, voilà, c'est pour que toi tu puisses le faire pour toi, pour trouver des clients en tant que monteur vidéo, mais surtout pour que tu puisses en fait te détacher de ce statut de simple monteur vidéo et que tu puisses devenir un growth editor, ok? Passer de monteur vidéo à growth editor. Le growth editor, c'est une personne qui ne vend pas simplement son montage vidéo, il vend donc le côté editor, oui, de montage vidéo, de la vidéo, mais pas que. Il va pas vendre son taux horaire, il va pas vendre juste la vidéo à l'unité, il va vendre un package qui va faire growth le client. Ce package qui fait growth ses clients, c'est un package qui offre un retour sur investissement au client de plusieurs manières. Plus de visibilité en première instance, en deuxième instance plus de prospects générés parce que plus de visibilité, et derrière qui dit plus de prospects générés dit éventuellement plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires. Avec ce positionnement de growth editor, on va pouvoir promettre des résultats aux clients, ou plutôt axer notre offre sur des résultats et naturellement vendre plus cher parce qu'on offre un réel retour sur investissement et on ne vend pas juste notre temps, on vend les résultats parce qu'on est en capacité d'apporter des résultats via notamment ces stratégies d'idéation de contenu. Ok? Et donc, si ce n'est pas encore clair pour toi, le growth editing, en quoi consiste ce modèle, tu as encore une fois ma vidéo YouTube où j'explique tout sur le sujet qui est en premier lien de cette vidéo YouTube. Ok? Tu verras dans cette vidéo YouTube, il y a un lien vidéo YouTube. Et si évidemment tu as des questions sur ce modèle-là, ajoute-moi sur Instagram, envoie-moi un message, je serai ravi de t'aider, je serai ravi de t'éclaircir là-dessus et d'échanger avec toi, j'échange avec tout le monde. Donc si tu as un message, envoie-moi ça et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.